Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec des lectures qui sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Il y a une petite déception, un autre, j'ai des choses à dire. Bref, voilà, comme d'habitude je ne sais pas résumer mes lectures. On va commencer par celui qui m'a moyennement emballé, en même temps c'est logique. C'est Pestilence, donc de Larissa Yohn, Les Cavaliers de l'Apocalypse. Alors comme je l'expliquais dans un vlog, c'est un livre que je cherchais depuis au moins 4-5 ans. J'avais lu les 3 premiers en étant ado, donc voilà, à 19-20 ans quoi, même peut-être à 18 en fait. Et j'avais jamais eu la suite, donc je ne savais pas la fin. Quand je l'ai vu en occasion, j'ai fait je le prends, je le lis. Les 150 premières pages m'ont plu, c'est de la romance paranormale, et c'est toujours comme ça avec moi, la romance paranormale, j'aime le début, et dès que les personnages se tournent un peu trop autour, ou que ça devient trop sulfureux, ou que ça devient surtout trop non, je t'aime, machin, bah j'ai pas l'âme romantique, ce qui fait que bah, ça me plaît plus. On suit un cavalier par tome. Les cavaliers ils ont des sceaux et dans chaque tome les sceaux menacent d'être brisés et à chaque fois le mec ou la fille rencontre une créature ou un humain qui va lui permettre de devenir meilleur, parce que les cavaliers de l'Apocalypse, donc on a mort, pestilence, maladie, bref, on a des choses qui sont pas terribles et c'est hyper intéressant. Ça se passe dans l'univers de Démonica, s'il y en a qui ont lu Larissa Yohn, on m'a dit qu'il fallait commencer par Démonica, je l'ai très bien lu sans commencer par Démonica. Il y a toute une mythologie donc autour de la religion, avec les anges, les démons, les cavaliers de l'Apocalypse, bref c'est hyper intéressant. C'est un récit, j'avais bien aimé, vraiment dans l'ensemble j'aimais bien la mythologie à l'époque où je pense que la romance paranormale me gênait moins. Là le problème c'est que Pestilence c'est un personnage que j'aime bien. Le problème c'est que ça devient trop gnangnan pour moi, trop amour. Et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça, mais ça devient trop romance pour moi dans le récit. Il n'y a pas assez d'action et de fantastique fantasy. Il y en a à la fin, le problème c'est que c'est un tome 4, moi je m'attendais vraiment à avoir une grande conclusion. Et en fait c'est l'effet Twilight où on prépare le combat pendant tout le truc et à la fin ça fait... Voilà, au lieu de faire une grosse explosion sa mère, tu vois, ça fait le... Ah bah c'était ça la fin, bah super. Donc voilà, on a quand même des choses qui sont... Faut battre Satan, faut battre Lilith. Du genre, le moment où Lilith lui coupe la tête, c'est fini en 2 pages. Quoi. En mode, bon d'accord, bon tout ça pour ça. Bref, c'est ça le problème. Après l'histoire d'amour, elle est plutôt... Dans ce tome-là, en fait, on suit Pestilence qui a été chassée et qui est amnésique. Il rencontre donc une jeune femme qui est plutôt badass. Voilà, qui a un passé assez... Moi, je l'ai bien aimé, en fait, c'est un des points positifs du livre. Elle est pas bûcheronne, mais elle vit dans son chalet au milieu de la montagne sur sa motoneige. Elle trouve l'autre à moitié à poil dans la neige et elle se dit il est toujours pas mort alors qu'il fait quand même moins 15. Et donc elle le sauve et voilà, il tombe amoureux, bref. Et en plus, elle a un passé avec les démons qui est assez compliqué. Une scène olé olé, ça ne me gêne pas. Par contre, elles sont hyper descriptives, je peux vous le dire, parce que j'ai l'habitude de lire de la bitlite, mais là, j'étais en mode... Bon d'accord, bon ça ne passe pas par 4 chemins, on y va, d'accord. Donc voilà, il y en a 4 ou 5 à un moment, j'étais en mode, bon les gars, il y a le monde à sauver, quoi, on n'a pas que ça à faire de se reproduire, mais bon, chacun a ses priorités dans la vie, mais là, c'était un peu agaçant pour moi. Mais après, c'est moi, en tant que lectrice, qui est pas... La romance, je n'aime que par petites doses et ça passe ou ça casse. Il y a des moments ça passe en romance et là je pense que c'est le côté où c'était un peu trop précipité et que j'ai pas eu ma dose d'intrigue derrière suffisante pour stimuler en fait le fait que j'accrochais vraiment à la romance, même si les personnages je les ai bien aimés et que voilà, c'est une mythologie que j'aime bien. J'ai jamais lu d'autres choses sur les Cavaliers de l'Apocalypse et c'est un sujet qui est hyper difficile à traiter et je trouve que l'autrice le fait plutôt bien. Après je sais pas si ça peut choquer des croyants ou pas, sûrement parce qu'on parle quand même de démons, mais je trouve que franchement elle s'en sort plutôt bien parce que les anges et les démons, pour être un sujet un peu difficile, j'ai déjà lu des trucs qui étaient vraiment mauvais sur le sujet, mais là c'était pas mal, donc voilà. Pour les amateurs de romance, je pense que ça peut énormément vous plaire, c'est un classique et c'est une mythologie qui sort d'habitude, donc pour les amateurs de romance je conseille, pour les gens qui sont pas fleur bleue comme moi, bah je conseille pas trop. Ensuite alors je vous présente mon coup de cœur. Oh j'ai trop aimé cette lecture, c'est un coup de cœur avec un, comment dire, un a priori ou un côté négatif qui est totalement personnel et totalement qui correspond à mes goûts, mais en soi ça a été une super lecture. Donc je vous parle de Heartstopper. Alors Heartstopper c'est un récit LGBT, donc en fait ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est en 3ème, qui a fait son coming out quand il était en 4ème. Il a subi du harcèlement, mais cette année à la rentrée en fait ça se passe beaucoup mieux, il en subit beaucoup moins et il rencontre Nick, le beau gosse, le rugbyman, à sa table et ils deviennent amis, ils jouent au rugby ensemble.
C'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt de rugby, je suis fan de rugby, donc en plus j'étais en mode ouais j'aime trop. Donc déjà on passait bien sur ce sujet, et peu à peu en fait ils vont tomber amoureux, sauf que un est homosexuel, il le sait, genre voilà, il n'a aimé que les hommes, et l'autre il est en mode je n'étais attirée que par les filles, et pourquoi je suis attirée par ce garçon précisément. Et voilà, c'est tout le processus du fameux coming out. Donc là il y a le tome 1 et 2 qui sont sortis, il y a le tome 3 qui est sorti il y a quelques jours, il faut que je me l'achète. C'est extrêmement mignon, c'est donc la particularité de ce roman, c'est que c'est illustré. Voilà. J'ai adoré les personnages. Alors franchement, ils sont... Mais c'est de la mignonnerie en barre, tu te sens pas bien mais tu lis ça. Alors, en plus, et je dois vous le dire, je lis des romances japonaises homosexuelles, notamment entre deux hommes, depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Donc ça fait plus de 10 ans. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien parce que même si j'ai déjà des gens qui m'ont dit le contraire, en 10 ans, j'en ai lu quand même, je pense, plus de 800, 900. Et le consentement dans ces relations est vraiment pas prioritaire. Où la question est, en fait j'ai l'impression qu'il y a soit du gnangnan de chez gnangnan, voilà, chez les japonais, ou soit du trash. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure et la question du consentement est pas toujours la bonne. Le mignon, c'est pas forcément ce que j'appréciais le plus, c'est ce qui me faisait peur avec cette lecture, mais ça a énormément bien passé, notamment parce que j'ai aimé le style graphique et les personnages, et que les personnages, même s'ils sont mignons, ils sont pas non plus concons. Voilà. C'est très important. Et le truc c'est que là en fait le consentement est hyper important. Les personnages, en fait je trouve ça tellement génial qu'un livre sort, je veux dire pour les jeunes qui sont dans cette situation là, mais qu'est-ce que ça peut faire du bien en vous disant ce genre de choses. Donc tu abordes autant le harcèlement, le consentement, les questions du coming out, de la bisexualité, de la sexualité en globalité, bref c'était mais... Vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, ça m'a fait du bien de lire ça, et qu'est-ce que j'aurais voulu avoir ça quand j'avais 10 ans de moins, tu vois. Franchement, au collège, mais genre faites lire ça aux gamins, quoi. Je veux dire, il y a même des gens homophobes qui vont peut-être se rendre compte que c'est... qu'ils ont un problème, quoi, qu'il y a vraiment un problème. Et en plus, c'est aussi un peu traité dans le livre. Bref, c'est une histoire que j'ai adorée pour ça. Les personnages, alors Nick, je les aime bien parce qu'ils sont assez différents. Donc l'un il est un peu fluet, timide, et Nick c'est un peu le grand bonnet mais gentil, et puis il joue au rugby, et je les aime trop, ils fonctionnent super bien ensemble, ils ont une super bonne amitié. Et ce que j'aime bien c'est que... tu vois, il y a vraiment du genre la souffrance, genre le fait de tomber amoureux d'un hétéro pour un homosexuel, c'est hyper compliqué à gérer, et ça traite de ça aussi. Bref, je pourrais faire des éloges sur ce roman pendant un temps. J'ai trouvé mon personnage préféré dans le récit, c'est la sœur de ce personnage, qui est, mais vraiment j'ai adoré, elle est tellement drôle, à chaque fois que je la voyais j'avais l'impression que c'était moi, tu sais, genre j'avais exactement le même genre de réaction, et j'ai vraiment adoré ce récit pour ça, parce que c'est une boule de bonheur, ça apporte tellement de beaux messages, et vraiment il y a vraiment tout qui est fait, le consentement, les personnages. Alors ce que j'ai bien aimé c'est que donc il y a un personnage qui va penser à faire son coming out, et l'autre il est pas en mode il faut que tu le dises à tout le monde, c'est tu le feras quand tu seras prêt, quand tu te sentiras prêt, personne ne t'oblige à le faire, moi j'ai le respect de le faire avec toi, si tu le veux je t'accompagne. C'est une super image de comment procéder et comment accompagner les gens, c'est un guide voilà, pour les alliés aussi, voilà ce qu'on appelle les alliés dans la communauté. Bref, je trouve que c'est formidable à lire, lisez-le, mais qu'importe votre sexualité, ça vous parlera forcément parce que c'est un sujet qui est hyper important en société et qu'on n'en parle pas assez, et vraiment ça m'a vraiment conquise, et c'est une super belle histoire. Le seul point négatif, et ça c'est vraiment... c'est un livre en plus qui m'a fait... là on va parler de choses personnelles un peu plus, mais qui m'a rappelé énormément de souvenirs et qui a touché sur la corde de nostalgie, mélancolie, tristesse de ma jeunesse, tu vois. Oh, le truc un peu... mais ça m'a rappelé énormément mon collège. Je vais pas aller dans les détails, mais ce que je peux reprocher, c'est que le récit n'est pas réaliste. Ou du moins ne l'était pas quand il y a 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de réactions de personnages, genre que tout le monde est gay-friendly dans le récit, presque, à part quelques-uns. J'ai pas l'impression de vivre dans ce monde-là, tu vois. Et en plus, tu vois, même de la part du corps enseignant. Je veux dire, moi quand j'étais au collège,
j'ai pas vu ça, tu vois. De mon point de vue, j'ai des amis qui ont fait leur coming out très jeunes, dès la 6e, la 5e. Je n'ai rien vu de ça. Je n'ai pas vu le respect des autres. Je n'ai pas vu le respect des enseignants, des gens qui surveillent la cour. Genre, en allié, il y avait personne. Genre, vraiment, il y avait... mais quand l'homophobie était mais tellement présente, moi, à mon collège, que en fait j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle. Alors je me dis, est-ce que maintenant en 10 ans les choses ont changé? Mais c'est pour ça en fait, ce livre il m'a fait tellement de bien et en même temps j'ai failli chialer à des moments différents parce que je me suis dit que mes amis, ça aurait tellement pu mieux se passer que ça s'est passé, même vis-à-vis de la famille, tu vois, que ça m'a rendu très triste à un moment parce que je me suis dit que c'est pas juste qu'il y a certaines personnes, que ce monde-là en fait il est pas présent, que ce soit pas la réalité en fait. Et que voilà, c'est un magnifique livre sur ce que devrait être le coming out, ce que devrait être la réalité, même si on parle de harcèlement, tout ça. Et malheureusement, moi je l'ai pas trouvé assez réaliste. Et c'est le seul truc qui me fait un peu dire que ce récit est super, mais pour moi c'est un peu exagéré sur tout le monde est ouvert et tout le monde est ouvert d'esprit. C'est faux, c'est faux. Et c'est horrible à dire. Après, ça a été écrit il y a 1 an ou 2, donc en 10 ans les choses ont changé, mais j'ai trouvé ça super avec simplement ça. Donc voilà, je reviens à ça, mais pour tous ceux qui sont dans cette situation, je vous le dis, tous ceux qui pensent à faire le coming out, tout ça, n'hésitez pas à le lire. N'hésitez pas à le lire. Pour tous ceux qui sont touchés par la question de plus ou moins loin, n'hésitez pas à le lire. Et à tous les homophobes, alors je pense pas qu'il y en ait sur cette chaîne, lisez-le, rendez-vous compte de ce que vous faites subir aux gens un peu, et ce que sont les gens. C'est un livre qui est hyper humain. Et voilà, c'est une question qui me touche, je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais me vénère. Donc voilà. Mais voilà, on va passer à d'autres livres, mais pour tout vous dire, ça a été une excellente lecture. Ensuite, le tome 2 de Brandon Sanderson, Les Puits de l'Ascension, donc Fils des Brumes. Alors, Fils des Brumes, est-ce que je dois vous faire un retour sur le tome 1 ? Ce qui a été très bizarre, et je dois vous le dire en vidéo, c'est que j'ai eu quand même une montée de haine un petit peu sur la chaîne quand j'ai émis une petite critique alors que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et bizarrement, bah il y a une personne qui est partie, du genre je pense que suite à une story que j'ai fait, quelqu'un a retiré son message et j'ai eu presque 10 j'aime pas qui se sont supprimés d'un coup. Donc en fait il y a vraiment eu une campagne de haine. J'ai eu l'impression qu'on n'avait pas le droit de dire des choses négatives sur Brandon Sanderson. Alors, je vais pas m'arrêter. Ce tome 2 pour moi est légèrement moins bien que le tome 1 et pour vous dire, il y a eu quand même beaucoup de gens qui, même s'ils ont aimé Fils des Brumes, ont un peu moins aimé le tome 2. Le seul truc que je peux reprocher au tome 2, c'est sa longueur. En fait, j'ai trouvé que notamment la première partie est très très longue, on nous rappelle un petit peu les faits et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Le problème, alors c'est une histoire qui évolue bien, le système de magie. En fait les points positifs, je vous ai déjà dit, le système de magie est formidable, en plus il est creusé là-dedans. Moi il y a un personnage qui est arrivé, le personnage de Zane, que j'ai adoré dans le récit. Voilà, un nouveau personnage qui est très gris et c'est ce que j'ai aimé. Il y a vraiment beaucoup de complots politiques et c'est ce qui est sympa, mais en même temps ça a étiré l'intrigue et ce qui fait que des fois j'en avais un petit peu marre. Il y a des choses qui sont hyper bien pensées, au Satyr par exemple que j'ai adoré. Voilà, on en a plus sur l'univers, tout ce qui est univers j'ai adoré. Retrouver certains personnages ça m'a plu, notamment bah voilà. Et en même temps il y avait des moments où j'avais envie un peu de pleurer parce que j'ai pas envie de vous spoiler le tome 1, mais à la suite de la mort d'un des personnages du tome 1, il y a quand même des choses qui se mettent en place et je suis en mode ah, c'est triste. Mais le truc c'est que Vin est un peu plus nuancé et c'est ce que j'ai aimé aussi parce que comme je vous le disais, j'avais un problème de Mary Sue avec Vin et là je trouve que c'est un peu plus nuancé, notamment de la vie de d'autres personnages qui disent qu'elle ne va pas bien dans sa tête et que ce n'est pas un personnage parfait et qu'elle n'est pas forcément très saine non plus pour tout le monde, et c'est ça que j'ai aimé parce que c'est un personnage qui est quand même violent et à un moment elle se pose aussi la question notamment au sujet du meurtre. Voilà, elle se pose des questions, elle se remet en cause et ça c'est important et ça a vraiment fait évoluer le personnage. Et en fait Vin, j'ai pas trop de problèmes avec elle maintenant, j'ai problème avec un autre personnage et notamment j'ai un gros problème avec l'histoire d'amour. J'ai un blocage sur l'histoire d'amour entre Vin et le noble Elend qui est encore plus approfondi là-dedans. Je n'y arrive pas entre les deux, je trouve que ça fonctionne pas pour moi, j'ai pas d'intérêt, je trouve que c'est un peu poussif et cliché.
Et ouais, non, puis Hélène, en fait, le fait que c'est un peu l'homme parfait, même s'il lui a des défauts, je trouve qu'il est assez... j'ai du mal avec ce personnage, je le trouve trop lisse, en fait, d'une certaine manière. Après, c'est ma vision là-dessus, l'histoire d'amour ne me convient pas. Parce que ça dessert pour moi un peu le tome 2, parce que ça parle vraiment de leur relation, on approfondit. Et en fait, j'oublie toujours que Vin, en fait, c'est une jeune fille. Et des fois, je suis en mode, elle a vraiment un comportement d'adolescente. Après, ça correspond à son âge, mais ça m'agace parfois un petit peu. J'avais envie de sauter les pages, en fait, quand ils sont dans leur relation, et plutôt être dans l'action, dans l'histoire, ce genre de choses. Et j'ai beaucoup aimé la fin aussi, parce qu'il y a des grosses révélations. Vin fait quelque chose qui est pas forcément c'est positif, mais en même temps ça ne l'est pas. Bref, il y a des choses qui se passent. Je sais qu'il y a encore le tome 3. Après, il y a encore une suite, mais c'est pas dans le même espace. Je pense que je vais m'arrêter au tome 3, parce que après c'est pas de la fantasy, ça m'intéresse moins. Et je vais commencer les archives de Rochard après, mais c'était une très très bonne lecture, un peu moins bonne que la 1, notamment pour les longueurs, et pour le couple que j'ai du mal. J'espère que dans le tome 3 ça va être époustouflant. C'est un livre qui m'a fait aussi... il y a des moments qui sont très tristes aussi dans le livre, et on en apprend plein de choses sur l'univers, et c'est ce que j'ai aimé, parce que l'univers est vraiment très très bon, et je vous le conseille absolument pour ça. Et j'espère que pour vous, en fait, la relation amoureuse ça passera. Après, pour moi c'est totalement personnel, j'ai du mal avec les personnages comme Hélène en général. Donc... Ensuite, alors, par Chrome, je vous présente Conan de Robert E. Howard, le Cimmérien. Alors, ça va être extrêmement difficile de vous parler de cette lecture parce que j'ai un peu les fesses entre deux chaises, on peut vous le dire. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Alors, c'est Conan, donc Conan le Cimmérien, Conan le barbare avec sa petite toge et qui va voilà, se battre pendant le récit. Comme c'est des nouvelles, en fait, c'est un peu difficile de vous résumer l'histoire parce que c'est des nouvelles décousues. Cette édition est assez originale dans le sens que les nouvelles qui sont mises, elles n'ont pas été corrigées, c'est vraiment le texte brut de Howard normalement. Et surtout donc il y a parfois des petits problèmes d'anachronisme, et surtout il n'y a pas forcément les descriptions de comment dire, Conan il change un peu en fonction des tomes. Il y a des choses qui sont un peu décousues parfois. Typiquement Conan, on décrit les Cimmériens comme un peuple plutôt à la peau bronzée. Et dans un autre récit, on va dire qu'il est blanc de peau, tu vois. C'est ce genre de truc. C'est des petits détails en fait qui parfois te font sortir du récit. J'ai beaucoup aimé l'univers dans le sens que on voyage énormément, il y a beaucoup de peuples différents, on a un personnage qui en plus sort un peu du cliché de Tracy parce que pour moi Conan c'était un barbare sans foi ni loi, mais dans certaines nouvelles on voit qu'il est quand même intelligent, qu'il sait se battre, qu'il a notamment un moment du consentement, il demande le consentement à une femme, bref, un gentleman à certaines nouvelles, dans certaines autres pas du tout. Ce qui est bizarre c'est que en fait comme c'est des nouvelles, t'as l'impression que c'est pas le même bonhomme en fonction des nouvelles, notamment dans sa psychologie. Et voilà, on va autant aller dans des régions un peu désertiques que dans le grand froid. Ce que j'ai aimé c'est qu'il y a des références, par exemple il y a tout un tome qui parle, donc qui est inspiré un peu du légende nordique, et en même temps de la légende d'Apollon qui court après Daphné. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes, et c'est un récit que j'ai adoré. Je vais lire la suite, hein, déjà de suite parce que j'ai envie de savoir. Après, Conan, ce qui m'a gênée, et là franchement c'est hyper compliqué pour moi de vous le dire parce que on m'a tenu le fait que Conan n'était pas sexiste. Alors messieurs, parce que c'est que des messieurs qui me l'ont dit, si, c'est sexiste, dans certaines nouvelles sont extrêmement sexistes, notamment les femmes dans son récit sont souvent extrêmement dénudées. Alors parfois elles sont un peu fortes, mais souvent elles ne sont que des jeunes femmes à protéger. En général Conan il viendrait les sauver, il les attrape et puis il les renvoie chez elles, ou il va se reproduire avec elles dans sa tente. Tu vois, on est vraiment là-dessus, donc on est sur une femme qui est souvent fragile. Il y a quelques contre-exemples, mais c'est ça, où elle est tout le temps à poil. Les illustrations en plus dans les débuts de chapitre le montrent beaucoup. Les méchants féminins sont toujours des séductrices, manipulatrices, bref, c'est pas toujours une très très bonne image, il faut le dire. Après, je vais revenir après. Avant d'écrire un commentaire, je vais revenir après là-dessus. Donc là-dessus, il y a des personnages qui sont positifs, un petit peu féminins, mais la majorité sont des personnages que je trouve sexistes. Après, c'est mon avis de femme en lisant ça. Ensuite, et le plus gros problème de ce livre, et je dois le dire, j'ai fait beaucoup de recherches à la fin de ce livre parce que je me suis posé beaucoup de questions. Il y a des choses qui m'ont extrêmement choquée dans le roman. Il y a le racisme. Alors,
Ce qui est étrange dans Conan, c'est que y a plein de peuples différents et Conan va parfois, dans certaines nouvelles, bien se comporter avec tous les peuples, mais il y a un racisme anti-noir présent dans le livre. On peut pas ne pas le dire, il ne peut pas ne pas passer à côté. Il y a 2 nouvelles qui sont pour moi insupportables à lire sur ça. Donc on est sur le mythe du sauvage, on va revenir là-dessus. Alors j'ai lu plein de reportages sur le racisme en ce moment, donc voilà, je reporte ce que j'ai vu, mais on est sur le mythe du sauvage qui va donc agresser une femme blanche. Tout ça est venu donc d'un film très connu aux États-Unis, je crois le premier film qui a été diffusé au cinéma, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on est dans ce délire-là. Donc il y a ça, et les personnages qui sont noirs de peau sont les méchants, ils ne sont décrits que pour leur couleur de peau, ils sont animalisés, ils sont brutaux, bref, et Conan est toujours, il y a un récit où il y a un mode Conan, le blanc de peau, va sauver la femme blanche et tuer tous les noirs, et vraiment, il y a ce truc, et quand j'ai lu ça, j'étais en mode, c'est pas possible. Et en fait, cette nouvelle, elle est à peu près au milieu du récit, et ça m'a cassé complètement ma lecture, j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre après, donc j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur le sujet, j'ai regardé quand Howard était né, et en fait, ça s'explique de 2 manières. Donc le sexisme, malheureusement, et faut le remettre aussi dans son contexte, Conan serait écrit aujourd'hui, je trouverais que ça serait horrible. Au niveau du sexisme, je trouverais que ce serait inacceptable. Le problème, c'est que Conan était publié dans les Weird Tales, donc en fait c'est des magazines aux États-Unis en 1932. Donc les Weird Tales, c'est ce qui a introduit la fantasy en fait, le fantastique, l'horreur dans la culture américaine. Donc il y a la fantasy anglaise avec Tolkien et il y a la fantasy américaine avec Howard. C'est les 2 grands piliers. Et donc en 1932, malheureusement aux États-Unis, les femmes n'étaient pas très bien vues, voilà. Et en plus, les Weird Tales, il faut le replacer, sont des magazines adressés aux hommes. Et des magazines racoleurs où il fallait des belles images qui attirent le lecteur. Et qu'est-ce qu'on fait pour attirer le lecteur masculin? On met des nanas à poil, on écrit des histoires où les femmes sont des petites choses fragiles et soit elles sont manipulatrices, séductrices, donc peut-être intéressantes à poil. Bref, ça dépend d'un contexte. Malheureusement, ça dépend d'un contexte. Ce qui est très drôle, c'est que Tolkien, lui, ne met pas de femmes. Les seuls qui mettent sont des badass, mais Tolkien, comme il vivait à Oxford, il n'y avait pas de femmes. Je veux dire, il n'a pas côtoyé beaucoup de femmes de sa vie, c'est un concept à part sa femme, je pense qu'il ne connaît pas trop. Mais voilà, dans le sens que, voilà, il n'y a pas de portrait négatif. Là, on a quand même, je trouve, des portraits négatifs. Donc ça se replace. Pour le racisme, donc on est en 1932 aux États-Unis et j'ai fait des recherches parce que j'ai lu Lovecraft il y a pas très longtemps. Beaucoup de gens m'ont parlé de ce qui était Lovecraft. Moi j'ai pas vraiment fait de recherche sur Lovecraft, hein, faut vous dire. Donc Lovecraft avait un extrêmement raciste, mais quand je vous dis extrêmement, moi dans les 2 nouvelles que j'ai lues, il y a un moment j'ai trouvé un petit peu, mais voilà, j'en ai lu que 2, mais il paraît que c'est dans ses récits plus intimes qu'il est extrêmement violent. Je vais pas vous en parler sur la chaîne, mais c'est vrai qu'il a des mots extrêmement durs. On est sur un mec, un suprémaciste blanc. Voilà, on est sur ce mec-là. Voilà, ça c'est dit. Et en fait, Lovecraft et Howard ont une correspondance ensemble, ils ont beaucoup écrit parce que tous les 2 étaient publiés dans les Tales, donc dans ces petits magazines. Ils étaient donc, à ce que j'ai compris, amis. Je me suis demandé, est-ce que Howard est un suprémaciste blanc? Voilà, est-ce qu'il est autant dans le racisme que Lovecraft? Parce qu'il est raciste, hein, on part du principe qu'il est raciste. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches, je suis allée sur des blogs, j'ai beaucoup cherché. Et en fait, le problème, et c'est actuellement ce qui est toujours le cas, c'est qu'aux États-Unis, quand on compare même à la France, on n'est pas du tout dans le même contexte, notamment vis-à-vis du racisme. En 1932, quand tu es blanc, la majorité de la population est raciste et suprémaciste blanche. Voilà, c'est un constat, c'est un fait, et en fait il y avait un super article là-dessus qui disait que Lovecraft est profondément haineux, je veux dire, ce qu'il met c'est haineux envers les personnes qui ne sont pas blanches. Howard, c'est plutôt c'est pas présent dans toutes ces nouvelles, c'est présent dans quelques nouvelles, donc dans celles qui sont dans celui-ci, et c'est plus dépendant de l'ignorance. Howard ne voyageait pas du tout, donc il a jamais quitté, je crois, les États-Unis, il n'a jamais été en Afrique, il n'a jamais dû voir beaucoup de gens de couleur dans sa vie, et les seules représentations des gens de couleur qu'il avait, ce sont les livres qu'il a lus,
donc des livres qui étaient déjà racistes. Ce sont les films qu'il a vus, comme je vous disais, ces films où on a le mythe de l'homme noir sauvage qui va agresser la femme blanche, et qui malheureusement est un mythe qui reste encore dans la tête de certains Américains. Et on a aussi la culture, la politique, bref, on est dans un contexte qui est totalement différent. Et en fait, quand on regarde, j'ai l'impression, les auteurs un peu de cette époque-là, blancs, beaucoup sont dans ce cas-ci. Alors il y a des contre-exemples, hein, bien sûr, mais voilà, ce que j'ai compris dans les articles, Howard était beaucoup moins raciste que Lovecraft, même s'il l'était, mais il l'était plus par ignorance. Après, moi j'ai toujours vu le racisme comme dans deux branches. Il y a le racisme ignorance, donc les gens qui ne se sont jamais intéressés à la question, qui sont basés sur la peur, qui ne connaissent pas ou qui sont, voilà, qui voient dans les médias, et le racisme haineux. Et j'ai l'impression plus que Howard est dans cette branche-là. Je ne le défends pas du tout, mais c'est juste pour vous expliquer un peu. Bref, ça m'a énormément gênée dans ma lecture, ça m'a choquée aussi. Surtout que là, on a vraiment les mots qui sont affichés. Et voilà, ces deux nouvelles. Après, j'ai lu que normalement, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué de vous recommander Conan pour ça. Le problème, c'est que c'est le classique de la littérature fantasy américaine. Je veux dire, c'est le père fondateur un peu de la fantasy américaine. Et quand tu veux découvrir la fantasy, il faut aussi lire Conan parce que ça crée beaucoup de choses. Alors pour moi, je trouve que Tolkien a apporté beaucoup plus à la fantasy que Conan, dans ce que je lis, et je trouve dans les apports actuels. Pour moi, Tolkien est le père de la fantasy, et Conan est un très très bon auteur de fantasy. Certes, c'est le père dans le sens qu'il l'a un peu mis aux États-Unis, mais je trouve que Tolkien a eu beaucoup plus d'influence aux États-Unis après. Bref, voilà, Conan c'est un personnage emblématique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu aussi une icône sexuelle. J'avais tout un article là-dessus, comme Tarzan, bref, à l'époque où voilà, c'était devenu une image de l'homme parfait, viril. Bref, Conan ça a une énorme importance, et voilà, j'avais envie de savoir. C'est en même temps c'est un personnage, je me suis attachée dans quelques nouvelles parce qu'il est, dans quelques nouvelles il est hyper intelligent, il est pas du genre l'homme barbare viril avec son pagne et qui tape sur les autres, il y a autre chose. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'univers, c'est la diversité des univers. En plus, tu vois, c'est étrange parce que c'est hyper raciste sur certaines nouvelles, mais en même temps il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de peuples qui sont représentés. On a un peuple qui est plutôt lié à l'Égypte, on en a un autre, on a des éléphants, bref, on a tous ces peuples là. Le problème c'est que voilà, il y a ce racisme sous-jacent et ce sexisme qui pour moi a fait que cette lecture, je l'ai appréciée sur certains points. Par contre, il y a certains points que j'ai vraiment pas apprécié. Et au moins maintenant, je pourrais, quand j'affirme que Conan est telle ou telle chose, bah j'ai lu le livre. Avant, je me basais que sur le film, qui est pas forcément une image très glorieuse de Conan, notamment. Mais pour ma part, voilà, il y a ces deux freins-là, je préfère vous le dire. Il y a encore 2 intégrales je crois comme ça se lit plutôt bien sinon, mais voilà, il y a ce côté qui est extrêmement problématique. Mais bon, le problème c'est que ça a été écrit il y a 100 ans dans un pays raciste et dans un pays sexiste à l'époque. Et est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui? Oui aussi. Donc voilà. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Et voilà, moi de mon point de vue de femme européenne engagée sur certains points actuellement, ça me gêne. Et voilà, on peut pas ne lire Conan et dire que tout est bon dans le récit, et dire que Conan n'est pas sexiste et pas raciste. C'est pas vrai quoi. Tu fais lire Conan à une femme ou tu fais lire Conan à une personne de couleur, il te le dira. Et même t'as pas besoin d'être de couleur ou une femme pour comprendre qu'il y a un problème. Donc voilà, par Chrome, c'était une très bonne lecture, mais avec des grosses problématiques qui ont l'air de correspondre au temps. Mais est-ce que ça justifie tout? Oh, ça justifie une partie, mais après c'est à vous de choisir si vous voulez lire ça ou pas. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le débat plus que ça, mais sinon pour l'univers, les personnages je vous le recommande. Pour tout ce qui est moral, notamment autour parfois des femmes et surtout du racisme, je vous le recommande pas. Donc voilà. Donc c'en est tout pour cette belle lecture. Je savais pas du tout comment aborder Conan bien, parce que Conan c'est un sujet sensible, hein, voilà. Et dès qu'on émet une petite critique, c'est comme Sanderson, il y a des gens qui
sont prêts à vous mettre sur l'échafaud. C'est toujours un peu compliqué, mais c'était important pour moi de vous le dire et de pas vous lancer dans la lecture, ou du moins si vous vous lancez, être au courant de ça. Et voilà, donc j'ai fait, franchement Conan, j'ai passé au moins 2 heures ou 3 heures à faire des recherches après parce que j'avais envie de comprendre un peu plus. Je suis une curieuse de base, curieuse littéraire. De ta vie je m'en fous, mais de la lecture oui, de la vie des gens je m'en fous, mais d'être curieuse au niveau scientifique, littéraire, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Et voilà, je pars du principe que j'ai du recul sur mes lectures. Tout le problème actuel, j'ai l'impression, c'est que ce sont des livres, là les livres que je vous ai présentés, Lovecraft, tout ça, ce sont des livres qui ont été écrits il y a assez longtemps et par des hommes avec des idées, et est-ce qu'on doit continuer à les lire alors que c'est des piliers et que sans eux la littérature actuelle ne serait pas la même? C'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus simple de blâmer des auteurs qui sont vivants, parce qu'on est à une telle période où on peut dire que le racisme, le sexisme est condamnable sous tout point et qu'il faut pas le propager. Le problème c'est qu'on parle d'auteurs morts, donc qui touchent plus d'argent du tout sur leur lecture vu qu'ils sont morts, et d'auteurs qui sont dans un autre siècle. C'est un débat qui est hyper compliqué et je pense que tout le monde pourrait en parler. Peut-être qu'un jour on en fera une vidéo, voilà, qui sera intéressante. Le problème c'est le genre de débat qui devient vite incontrôlable et les gens deviennent vite sensibles sur le sujet, on va dire. Donc j'ai pas envie non plus que les gens lèvent leur glaive en commentaire et se tapent dessus, quoi. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, bien sûr, si vous avez lu Conan par exemple, et ce que vous en avez pensé, toujours cordialement, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.